En Côte d'Ivoire, la paix demeure fragile en cette période post-électorale. Pour tenter une solution palliative, l'ancien préfet d'Abidjan est allé sensibiliser les populations de Bousangadougou à éviter les violences. On s'achemine vers la dissolution du Parlement régional et du gouvernement du Tigré en Éthiopie. Les députés ont adopté ce week-end une loi qui prévoit des institutions de transition en lieu et place de celles existantes. Et puis à Madagascar, le président Andry Rajoelina a inauguré la réhabilitation du palais de la reine d'Île Rova. L'édifice monumental avait pris feu en 1995. Les précisions sont à suivre. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. En Côte d'Ivoire, les populations de Bousangadougou à Abidjan sont sensibilisées à la paix en cette période de tension politique que traverse le pays. Un ancien préfet d'Abidjan est allé à leur rencontre à cet effet parce que, dit-il, les quartiers cosmopolites sont souvent des zones à risque au temps de conflits. Précis. Bousangadougou, un des bidonvilles d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ici, plusieurs ethnies se côtoient. Les sensibilités politiques sont tout aussi diverses. Le contexte dans lequel s'est déroulée la présidentielle du 31 octobre dernier dans le pays fait de ce quartier une poudrière. Pour que n'advienne le pire, l'ancien préfet d'Abidjan préfère anticiper. Regardez la cartographie des conflits d'Abidjan. Les conflits les plus intenses de nature sociale ou politique ont lieu dans les quartiers les plus difficiles. Et les quartiers hétéroclites, les quartiers avec une certaine différence, non seulement de composantes de la population, mais d'opinion politique. Mais les quartiers où il y a un certain niveau de vie, ce type de conflit n'arrive pas. Les gens savent à quel moment s'arrêter. Et donc, il faut aller là où la crise est susceptible d'arriver pour pouvoir prêcher le bon message, plutôt que d'aller dans un endroit où ce message n'est pas nécessaire. Le conflit électoral en Côte d'Ivoire a déjà fait plus de 40 morts depuis le début des contestations. La tension est toujours palpable dans plusieurs localités du pays. À défaut d'en découdre avec le pouvoir ou l'opposition, c'est parfois le voisin soupçonné d'être de l'ethnie de l'un ou l'autre des protagonistes qui devient une cible. Une appréhension qui fait maintenir chacun sur le qui-vive. Nous, on avait eu peur côté ici, pas qu'on va avoir des difficultés avec les voisins. Non, parce qu'on voyait comme si c'était ethnie maintenant qui se tuait. Donc on avait un peu peur. Mais on a vu qu'ici, on est comme on est en famille. Ici, il n'y a pas d'ethnie. Promouvoir le vivre ensemble est donc le remède que recommande l'ancien préfet d'Abidjan pour éviter que les communautés s'enflamment dans cette crise électorale. Le droit de caricaturer le prophète Mahomet défendu par le président français Emmanuel Macron passe mal dans l'entendement des Sénégalais. Des milliers d'entre eux sont descendus ce week-end dans les rues à Dakar, la capitale, pour crier leur mécontentement. Ils donnaient donc libre cours à leur colère en brûlant des drapeaux français. Macron a touché le monde musulman dans sa totalité. Oui, et si le monde est en paix, mais c'est grâce à la religion musulmane. Oui, Macron, moi je le détestais. C'est pas pour dire qu'on est contre la France ou contre qui que ce soit d'autre. On veut juste que nos concitoyens, les musulmans comme nous, aient le droit de pouvoir pratiquer leur religion tranquillement. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux gens, qu'on leur fasse croire que c'est une religion de terreur, de méchanceté ou autre, pour les pousser à bout. Non, c'est pas ça. En fait, il n'y a pas plus paisible que l'islam. Nous sommes vraiment énervés qu'on dise du mal et qu'on caricature le prophète Mahomet. On préfère le prophète à nos parents. On aime et on croit au prophète Mahomet. On est sorti manifester notre mécontentement. On se joint également à l'initiative prise par le monde musulman qui est de boycotter les produits français. La France verra les conséquences. On tend vers la révocation du Parlement régional et du gouvernement du Tigré. Nous sommes donc en Éthiopie. Le Parlement du pays a adopté ce week-end une loi qui, en lieu et place de ces instances, prévoit une administration de transition. Dissoudre le Parlement régional et l'exécutif du Tigré. C'est ce que vise une loi votée ce week-end par le Parlement de l'Éthiopie. La résolution a été adoptée par la Chambre haute du Parlement selon l'annonce faite à la radio-télévision publique éthiopienne ABC. Sur le fondement juridique de cette initiative,
BBC évoque les dispositions qui prévoient la possibilité d'une intervention contre un État fédéral qui se rendrait coupable de viol de la Constitution et de mise en danger du système constitutionnel. Une administration par intérim sera mise en place et aura pour mission de préparer une élection constitutionnellement acceptable et d'appliquer les décisions adoptées par le gouvernement fédéral. En réaction au vote de cette résolution, l'administration du Tigré, par un communiqué, a estimé qu'il s'agit là d'une plaisanterie. Elle accuse aussi le gouvernement éthiopien de vouloir installer ses marionnettes dans le Tigré. Le Tigré sera le cimetière et non le terrain de jeu d'une force étrangère et d'une clique fasciste unitaire, ajoute le communiqué de l'administration qui dit accorder un choix à la paix et au dialogue. Le bras de fer entre le Tigré et le gouvernement éthiopien s'est exacerbé il y a quelques jours avec une opération militaire diligentée par le Premier ministre Abiy Ahmed dans la région. L'administration du Tigré l'accuse de faire pleuvoir des bombes sur la population. Aucun bilan de l'opération militaire n'est officiellement disponible. Une source humanitaire dans la région d'Amara fait une estimation de 3 combattants tués et de 35 blessés. Plusieurs corps enfouis dans le sol de Tarhouna, ville de l'ouest de la Libye, sont exhumés ce week-end. Au dire du gouvernement d'union nationale, les auteurs de ces charniers sont les hommes du maréchal Khalifa Haftar. Depuis le début de l'été, des fouilles révèlent au grand jour des restes humains enterrés dans des fosses communes à Tarhouna, à l'ouest de la Libye. Ce week-end, on totalise 17 cadavres exhumés suite à la découverte jeudi de 5 nouveaux charniers. Nous avons découvert 5 lieux lors de ce projet. Nous avons commencé à travailler sur 3 sites et nous avons exhumé 14 corps jeudi, dont 4 étaient des parties de corps. Aujourd'hui, l'équipe a commencé à travailler sur 2 nouveaux endroits et les recherches continuent. Nous avons trouvé 2 corps sur le premier site et seulement 1 sur le second site. La dépouille d'un ancien directeur du bureau d'information et de suivi a été identifiée parmi les cadavres exhumés. Pour le gouvernement d'union nationale GNA, ces charniers sont la signature des forces armées aux ordres du maréchal Khalifa Haftar. En juin dernier, ces forces ont dû quitter la ville de Tarhouna après avoir échoué dans leur tentative de conquérir Tripoli, la capitale libyenne, où siège le gouvernement d'union nationale GNA. En Guinée, Alpha Condé a été définitivement proclamé président de la République pour un 3e mandat consécutif. Ceci après des mois d'une contestation qui aura donc coûté la vie à une dizaine de civils. Après cette proclamation définitive, le chef de l'État réélu s'est exprimé annonçant ses priorités pour ce nouveau mandat. La Cour constitutionnelle guinéenne qui a rejeté les recours du principal challenger d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, et de 3 autres des 12 candidats à la présidentielle du 18 octobre dernier, a validé les résultats proclamés par la Commission électorale nationale qui décerne la victoire à Alpha Condé dès le premier tour. Déclare tous les recours mal fondés. Déclare régulier le scrutin du 18 octobre 2020. Dit que M. Alpha Condé, candidat d'RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,5%, soit 59,50%, supérieur à la majorité absolue. Déclare en conséquence que M. Alpha Condé est élu au premier tour de l'élection présidentielle du 6 octobre, président de la République de Guinée. À l'issue de cette proclamation, le chef de l'État réélu s'est offert une sortie d'1 heure dans les rues du centre de Conakry, se faisant acclamer par des foules de supporters aux couleurs jaunes de son parti. Il a promis une nouvelle façon de gouverner. Le gouvernement va se consacrer à travailler pour le peuple. Il n'est plus question qu'un haut fonctionnaire puisse construire une villa alors qu'il n'a pas les moyens, sauf s'il a payé un prêt bancaire. Et nous allons revoir tout le contentieux franco-guinéen. Tous les gens qui se sont emparés des biens de l'État, on va récupérer. Tous les préfets qui ont vendu des terrains, on va récupérer. Et je serai sans état d'âme
qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, ça n'a aucune importance. Quiconque a détourné, qu'il soit de la majorité de l'opposition, c'est qu'il est contre le peuple. Et moi, je suis venu pour travailler pour le peuple, les jeunes et les femmes. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse finir notre travail de communautaire, qu'on ait des possibilités de développer nos immenses richesses. Car je suis convaincu que demain, la Guinée sera la deuxième puissance après le Nigeria. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi, je ne m'occupe pas des chefs d'État. Les chefs d'État passent, les peuples restent. La décision de la Cour constitutionnelle étant sans appel, Alpha Condé va pouvoir commencer un nouveau mandat de 6 ans, éventuellement renouvelable une fois. Le président malgache André Rajoelina a inauguré la réhabilitation du palais de la reine d'Ile Rova qui avait donc pris feu. C'était le 6 novembre 1995. Ce lancement fait suite à l'arrivée de la couronne du dé de la reine Ravalouna III en prêt depuis la France en attendant sa réhabilitation définitive à Madagascar après le vote d'une loi d'exception par le Parlement français. 25 ans après l'incendie qui a détruit une partie du Rova, l'enceinte du palais de la reine dans la capitale, Antananarivo, le président de la République, Rajoelina, a inauguré l'ancien palais de la reine restauré en présence d'un parterre d'invités prestigieux. La veille, le gouvernement avait mis en avant la restitution par la France de la couronne du dé de la dernière reine malgache, Ranavalona III. Depuis 1910, au musée des Invalides à Paris, la coiffe de zinc dorée garnie de tissu ocre et grenat est désormais exposée dans le palais royal restauré. Lorsque j'ai écrit une lettre au président français demandant le retour de la couronne du diète de la reine qui a été acceptée par le gouvernement français, et l'État français a répondu favorablement à notre requête qui est le retour de la couronne de la reine Ranavalona III. C'est une chose très importante pour les Malgaches en général et pour les historiens en particulier. Au cours de sa réhabilitation, la construction dans ce palais d'une arène en béton inspirée de la Rome antique, baptisée par ses détracteurs le Colisée, commandée par la présidence et construite en toute hâte, depuis début mars a créé la polémique dans l'île de l'océan Indien. D'une capacité de 400 places, il doit accueillir des représentations populaires et culturelles sur l'histoire du pays. Une requête a été déposée pour suspendre les travaux auprès du tribunal le 4 novembre. La société civile estime que ces travaux sont illégaux. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.